Une année particulière à l'école. Ouais. Tu vas faire un discours? Je vais faire un discours là maintenant? Non. Non. Parce que t'as un micro. Non, j'ai un micro parce que, tu sais, c'est ma dernière année cette année. Bon, c'est la dernière là? Oui, la dernière entrée, ouais. Est-ce que vous avez l'heure, les enfants, s'il vous plaît? Ouais. Oui. 8h48. D'accord. Bon, je vais y aller, moi. Bonne rentrée, C'est parti. Bah oui, c'est parti. Ça va, pas trop émouvant? Un peu. Je vais sonner? Oui, c'est bon. Dire, ouais, parfait. Dans ce podcast, nous suivons la dernière année avant la retraite du directeur de l'école La Source, une école nouvelle, privée et sous contrat d'association avec l'État. Ce directeur, c'est Yves Herbel. Il a accepté de nous raconter cette dernière année particulière, mais aussi toutes les autres et sa vision du métier d'enseignant et de directeur. Une année particulière à l'école, épisode 9, Instit un jour, instit toujours. Finalement, c'est comme une évidence. Comment raconter la fin de cette année particulière à l'école sans aller passer une matinée dans la classe de l'enseignant Yves Herbel? Non pas le directeur, l'enseignant. Celui qu'il est depuis 45 ans. On l'a déjà évoqué dans ce podcast, pour sa dernière année avant la retraite, Yves enseigne tous les mercredis matins auprès d'une classe de CM2. Maths, français, histoire, débat à visée philosophique et bien sûr, lire ou raconter des contes. Il a voulu terminer son parcours professionnel là où il l'avait commencé, auprès des élèves. Un mois avant les grandes vacances, micro en main, David est donc allé enregistrer une matinée dans la classe d'Yves l'Instit. Et ce matin-là, il a organisé un débat autour d'un texte qui résonne dans l'actualité. Allez, on y va. Il est l'heure. La récré est terminée. On s'y remet. Alors, les distributeurs, vous venez s'il vous plaît. Sur mon bureau, il y a des feuilles là-bas. Je vais vous demander de les distribuer. Et quand vous les distribuez, vous les mettez à l'envers pour l'instant. D'accord? Et vous ne regardez pas ce qu'il y a derrière. Alors, je vous ai distribué une feuille que vous allez, sur laquelle il y a un petit texte. Donc, ce que je vais vous demander, c'est en silence de le lire une ou deux fois. Et après, on en parle. Allez-y. Et vous pouvez regarder l'illustration aussi, puisqu'elle a un intérêt. Tout le monde l'a lu plusieurs fois? Ok. Pauline, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, nous le lire au bien? Vas-y. Quand ils auront coupé le dernier arbre, pollué le dernier ruisseau, pêché le dernier poisson, alors ils s'apercevront que l'argent ne se mange pas. Sitting Bulls. Alors, qu'est-ce que vous avez compris de ce texte? Qu'est-ce que ça raconte? Sacha. Que les Européens ils dévastent un peu la nature et que du coup c'est pas génial. Continue, oui, vas-y. Qu'en gros ils vont tout polluer et qu'ils auront à la fin que l'argent c'est du métal, que ça se mange pas. Noir. Ce qui veut dire là-dedans, c'est un peu qu'il peut pêcher une quantité de poissons sans tous les pêcher, sans polluer tous les ruisseaux, et il peut couper les arbres par exemple qui sont morts, mais pas couper tous les arbres. Quelle est la différence qu'il y a dans ce texte, et c'est peut-être une différence que vous connaissez aussi, dans un rapport à la nature? C'est-à-dire comment les Indiens, quel est le rapport avec la nature des Indiens? On dit les Indiens, les Amérindiens, les natifs, les peuples autochtones, et la vision des Européens. Pauline. Ils prenaient des choses dans la nature, mais ils prenaient que ce qu'ils avaient besoin pour vivre. Est-ce que vous trouvez que ce texte, donc il date quand même déjà, vous n'étiez pas né, je n'étais pas né, voilà, c'était il y a longtemps. Est-ce que vous trouvez que ce texte aujourd'hui, il a encore un intérêt? Oui. Estelle? Oui, parce que même si ça s'est passé il y a longtemps, ça continue encore aujourd'hui, la pollution et des choses comme ça. Là, actuellement, il y a des combats aux États-Unis importants, puisqu'il y a eu un nouveau président qui a mis en place certaines lois, et entre autres, aux États-Unis, il y a des grands parcs nationaux, il y a des réserves, justement, pour essayer de conserver la nature telle qu'il est. On n'avait pas le droit d'aller chercher du gaz ou du pétrole. Et là, il y a une remise en cause du fait d'aller continuer à prendre des énergies fossiles. Donc c'est encore vraiment d'actualité, ce système. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est que je vais vous donner un travail à faire qui est un peu la suite de ce matin, ce qu'on a fait sur les fractions décimales. C'est un travail plutôt ludique, voilà. Ce qui est important là, c'est que chacun travaille seul. C'est un temps de travail individuel. Alors, les distributeurs, vous venez nous voir. Allez, au travail. Non, pas les colorés. Si quelqu'un a besoin d'aide, je me déplace.
Est-ce que je peux te déranger quelques minutes? Tu vas bien? Est-ce que tu peux me raconter ce que vous êtes en train de faire là? Là, on est en train de faire du coloriage magique sur des fractions. En fonction du résultat de la fraction, il te donne une couleur et tu dois la colorier. Il ne donne pas le résultat et après tu colories en fonction de la réponse. Là, on est mercredi matin et c'est Yves qui fait la classe. Yves, il est comment comme prof, comme instit, comme maître? Il apprend bien parce que il peut approfondir le sujet, donc il explique plusieurs fois et on comprend facilement. Après, si on ne comprend pas, il va nous expliquer même à toute la classe. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas forcément dire qu'ils ne comprennent pas. Hugo, raconte-moi, c'est particulier le mercredi matin quand Yves est là? C'est un petit peu, on va dire, il interroge tout le temps ceux qui n'ont pas compris pour essayer d'aider les autres. Et aussi pour ceux qui n'ont pas compris, par exemple dans la classe, mais qui ne se sont pas fait interroger, que tout le monde sache. Je trouve que c'est très intéressant, ça aide beaucoup. Juste, on me posait une question sur la notion de débat. On a fait ensemble toute une période où on faisait les débats philo. Qu'est-ce que vous avez retenu sur les débats philo? Malo? Déjà que c'était vraiment bien. Et de deux, qu'on pouvait débattre et dire son opinion. Parce que parfois, face aux adultes, on n'a pas le droit de dire notre opinion. Genre quand on fait une bêtise et qu'un adulte vient le dire et qu'elle a dit qu'on avait fait ça alors qu'on ne l'a pas fait, on n'a même pas le droit de dire notre opinion. C'est hop, puni ou hop dans le bureau. Donc là, tu avais le droit de dire que tu n'étais pas d'accord et c'était pas grave. Léa? Oui, moi aussi, c'est un peu pareil. Déjà, j'ai bien aimé vraiment parce qu'on pouvait vraiment s'exprimer comme on voulait et dire ce qu'on pensait. Et on pouvait même dire aux gens, alors moi, je suis pas d'accord avec ça et dire sa façon de penser et tout. Zoé? J'ai trouvé que ça vraiment génial parce qu'on pouvait tous s'exprimer notre opinion, de dire ce que nous on ressentait et ce que nous on pensait et qu'il n'y avait pas vraiment de réponse et que chacun avait une réponse par soi-même et que surtout qu'on partage ensemble nos opinions et faire un petit peu voir aux autres ce que nous on pense et j'ai bien aimé. Anouar, tu voulais rajouter quelque chose? Sinon, j'ai bien aimé les débats philosophiques, mais est-ce que je peux aller aux toilettes comme j'ai fini? Oui, tu peux aller aux toilettes. Ça, c'est une chose importante. Moi, ce qui m'impressionne toujours dans le travail en classe comme ça, c'est de voir à quel point les enfants sont capables de penser, quoi. Voilà. C'est vraiment cette idée qu'ils sont beaucoup plus jeunes que nous, ils n'ont pas l'expérience, mais il y a quelque chose de vraiment similaire entre nous, adultes, et eux, enfants, sur des sujets, quoi. Juste un mot, là on a parlé des débats philo, moi je serais curieux que vous me disiez qu'est-ce que vous allez garder de moi en tant que professeur, je ne parle pas en tant que directeur. Les fractions. L'ardoise. Et toi? Les histoires, ok. Basile? Les blagues aussi. Les blagues? Ah oui, tu fais des blagues. Pas toujours drôles ou? Pas toujours, mais... Je retiendrai les maths et les histoires. Bon, ça va, c'est conforme à ce que vous attendiez? Oui, c'est drôle de voir. Oui, les ardoises, ça j'étais sûr. C'est vrai que moi j'utilise souvent les ardoises. Je trouve que c'est rapide, on peut se tromper, on efface, on en fait beaucoup. Voilà. Les ardoises et l'histoire, quoi. Ouais, les ardoises et raconter des histoires, ouais. Ça c'est quelque chose qui est important. Ouais. Le rôle de l'histoire, c'est quoi? Il y a deux choses. Je dirais pour moi, il y a le simple plaisir d'écouter une histoire. Faut pas toujours aller chercher un objectif pédagogique, voilà. Après, je pense quand même que le fait d'écouter beaucoup d'histoires, évidemment, les enfants, ils vont acquérir certains schémas, ils vont acquérir une certaine manière de parler. Ce qu'on voit avec les tout-petits, je pense qu'on a fait tous l'expérience d'avoir des tout-petits à qui on raconte beaucoup d'histoires, qui d'un seul coup se mettent à sortir du passé simple quand ils font semblant de lire. Ouais. Mais oui, par imprégnation, ça devient implicite un peu les choses. Plutôt que de faire la belle leçon sur le schéma narratif dans un conte, comme ça se fait à l'école, moi je supporte pas ce genre de leçon. Voilà, qu'on explique comment c'est construit. Je trouve que ça tue l'objet de plaisir. L'école a cette faculté de rendre barbant des choses incroyables. Il suffit de prendre un roman
super, on le met au programme et le fait de l'analyser de manière générale, de faire une belle leçon, ça tue le roman lui-même, quoi. C'est une forme d'égoïsme parce que je crois que moi j'adore ça et puis ça marche, quoi. Moi je suis toujours étonné de voir que même des enfants de CM2, pas tous, hein, mais globalement, on leur raconte une histoire et ils sont là, attentifs, les yeux rivés, voilà. Là, c'est une histoire que je vais vous lire parce que pour pouvoir la raconter, souvent j'ai besoin de la lire un certain nombre de fois. C'est un Français qui s'appelle Henri Gougaud et donc ça s'appelle Jean de l'Ours. Jean de l'Ours était un géant. Sa barbe était rousse et frisée. Ses yeux étaient des sources vertes. Le soleil s'y amusait. Son bâton était un tronc d'arbre. Il était fort comme la terre. Un jour, il rencontra un homme aussi grand et large que lui. Dans ses cheveux bougeait la nuit, avec la lune, les étoiles. Sur une plaine grise et nue, il jouait seul à la marelle. Son palais, aussi lourd qu'une pierre, à moudre le grain. Il épousa l'aînée des filles du vieux prince. Elle était belle et bonne, et il en fut satisfait. Alors, je vous souhaite un bon week-end. Donc, vous restez dans la cour, parce que là, vous sortez un peu en avance. Hein. Au revoir, à lundi. On ressort comment après une matinée en classe comme ça ? La grande différence entre le travail de professeur et le travail de classe, c'est la présence au groupe. C'est-à-dire que quand j'étais enseignant ou quand je le suis encore, j'ai l'impression que quand la classe finit, je suis beaucoup plus fatigué que quand je suis dans mon bureau. Parce que je pense que c'est un peu similaire à ce qui peut se passer pour les gens qui sont, toute proportion gardée, sur scène, quoi. C'est vraiment un moment où on est entièrement disponible et entièrement présent à l'instant. Et donc c'est assez pompant. Je me souviens que quand j'avais une classe à temps plein, le soir, j'avais vraiment besoin d'un moment où j'arrivais à ne rien faire, quoi. Il fallait que je prenne, traditionnellement je buvais un café ou je ne sais quoi, et j'avais le sentiment qu'il fallait que je tourne la petite cuillère comme si les batteries devaient un peu se recharger. On voit dans la disposition de la classe aussi que c'est différent par rapport à ce qu'on connaît, ce qu'on peut connaître ailleurs. Là, c'est des blocs de 6, de 4, etc. Et vous êtes plus en position d'animateur. Vous n'êtes pas face aux élèves, finalement. Alors, ça peut arriver qu'il y ait des moments où on est face aux élèves et on est dans un cours, on pourrait dire, classique. Mais oui, moi, je circule beaucoup. Ce que j'adore, c'est quand j'arrive dans une situation où j'observe. Voilà. Et je crois qu'on l'avait déjà évoqué, quand ça bosse et que tout le monde est concentré, que moi je suis derrière et que je vois ce qui se passe. En tant qu'enseignant, on est souvent pris dans l'animation, dans les choses comme ça, et on n'est pas toujours dans l'observation. Et en tout cas, ces dernières années, que ce soit dans la cour de récréation ou en classe, j'ai essayé de me soustraire un peu au présent et de prendre un peu de recul et de regarder ce qui se passe. Et je trouve ça fascinant, la manière dont les groupes travaillent ensemble ou pas. Le comportement de certains, ceux qui s'évadent, ceux qui sont tout le temps en train de chercher le contact visuel des uns avec les autres. Il y a un truc qui m'a beaucoup frappé, c'est l'oralité au cours de toute la matinée. C'est-à-dire que vous échangez tout le temps, tous les élèves ont parlé, il n'y en a pas un qui est resté au bord du chemin. Et ça, c'est très frappant et c'est une arme qu'on leur donne pour plus tard. Oui, alors je pense que ça peut être quelquefois aussi un de mes défauts. Je pense que des fois je parle trop. Mais c'est important que les enfants ne soient pas juste à réceptionner un message, à répondre à une question. Oui, ça me semble une des manières de les engager dans l'apprentissage. Parce que notre objectif, il est là, quoi. C'est de les emmener sur un chemin. Alors, ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il n'y a pas des moments où on est dans un apprentissage explicite. Voilà, on ne va pas faire de découvrir aux enfants tout, quoi. Il y a des choses, clairement, on est dans quelque chose de beaucoup plus qui va de l'enseignant à l'enfant. Mais globalement, effectivement, c'est cet objectif que je peux avoir. Et alors j'arrive là en fin de carrière et il y a une question que j'aurais aimé qu'on me pose. Et on ne me l'a jamais posée, je vais me la poser moi-même. C'est en fin de compte, quelle conception la plus ramassée je pourrais avoir de l'enseignement? C'est que vraiment, c'est l'enfant qui apprend. C'est un acte de liberté individuelle d'apprendre. Et alors peut-être que par des contraintes, par des objectifs, etc., on peut pousser un enfant à apprendre, mais on se rend compte que si c'est le cas, c'est un apprentissage qui reste souvent superficiel et qui ne dure pas. Mais le vrai apprentissage, celui qui va construire l'individu, c'est vraiment un acte individuel, volontaire et actif. Il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est un peu comme dans l'école en fait, ce qui se passe dans la classe. C'est-à-dire que chaque individu est différent, il y a une harmonie qui se crée, mais malgré tout, l'individu ne s'efface pas. Ça, on y arrive à chaque fois ou pas ? Non.
Alors, avec l'expérience, on arrive à mieux le faire. Je pense qu'évidemment, entre le jeune enseignant que j'étais au début et maintenant, j'espère que j'ai progressé, etc. Mais il y a des moments où ça nous échappe. Il y a des jours où j'ai l'impression que je maîtrise les choses, je sais exactement où je veux aller, et ça marche. Et entre l'idée que j'avais et ce qui se passe, ça fonctionne. Et il y a des moments où on ne sait pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Et les enseignants qui seraient toujours dans une maîtrise complète de leur classe, moi, ça m'inquiéterait un peu. Il y a des dynamiques de journée, de groupe, et d'ailleurs, les enseignants, souvent, se disent « mais je comprends pas, aujourd'hui, ça va pas ». Alors, on dit c'est parce que c'est la pleine lune, ou c'est parce qu'il a neigé, ou il va neiger, parce qu'il y a un changement de température, parce que, voilà. On essaye quelquefois de trouver des réponses sur des choses, voilà, et on comprend pas. Et c'est pas une science exacte, l'éducation. C'est lequel le plus beau des deux métiers, entre directeur et enseignant ? C'est difficile de dire pour moi. Moi, le métier d'enseignant, c'est toujours été c'est toujours ce que j'ai aimé. Et je ne sais pas ce que je vais faire plus tard, mais à la limite, je me dis, aller remplacer dans une classe, pourquoi pas remplacer en tant que directeur. On me dit l'année prochaine, tiens, il y a un directeur qui est absent ou une directrice, est-ce que tu peux faire un remplacement ? Non. Ça me semble être quelque chose de beaucoup plus général, complexe, qui nécessite tellement de temps avant de pouvoir saisir les rouages de l'institution, les personnalités des uns et des autres, que je ne me verrais pas remplacer une direction. Par contre, aller dans une classe, oui. L'année prochaine, je pourrais reprendre une classe. Voilà. Alors après, physiquement, je ne sais pas comment je tiendrai sur toute une année, parce que je fatigue un peu quand même maintenant, je le sens. Mais j'ai adoré mon travail de directeur. Et puis, il y a une diversité dans les tâches qu'on accomplit qui est très enrichissante. On est à 1 mois de la sortie, on s'est vu tout au long de l'année. À chaque fois, on vous a demandé comment ça va, alors comment ça approche. Et vous nous avez dit, je suis comme un marathonien. Là, on est dans le dernier kilomètre, en quelque sorte. Comment allez-vous ? Je commence à avoir des crampes. Les ampoules commencent à se faire sentir. Je dirais que c'est plus difficile en ce moment. Parce qu'il y a déjà eu des moments de la part de l'équipe, par exemple, qui, je pense, voulait signifier des choses en petits groupes. Donc j'ai été surpris l'autre fois par l'équipe qui m'avait préparé une surprise à la fin d'une concertation. C'était très, très émouvant. Et je sens monter l'émotion. Je reçois des témoignages de gens qui me disent des mots qui me... Voilà, que je ne peux pas dire que je reçois ça de manière neutre. Oui, c'est peut-être un peu plus difficile maintenant, l'émotion est plus présente. Mais bon, à la fois, c'est pas non plus... c'est pas non plus la catastrophe. Et c'est vrai que je suis toujours quand même concentré sur passer le relais dans les meilleures conditions à Véronique qui va prendre ma place. Voilà, essayer de lui rendre, de préparer la prochaine rentrée, que les choses soient en place. Mais oui, l'émotion est là. Émus, nous le sommes aussi en terminant ce 9e épisode. Pour nous également, grâce à Yves et à ce podcast, cette année a été particulière. Yves nous a remercié après chaque écoute d'épisode. Merci pour le cadeau, disait-il. Alors à notre tour de le remercier de nous avoir accueillis, de nous avoir fait confiance et d'avoir accepté de raconter toutes ces années, de s'être raconté. Un grand merci aux enfants présents dans certains épisodes et un merci tout particulier à Mathieu pour son oreille et l'embellissement de nos prises de son pas toujours optimales. Les dernières semaines ont filé à la vitesse de l'éclair jusqu'à la fête de fin d'année. Nous retrouverons Yves pour le 10e et dernier épisode de ce podcast à la fin du mois de septembre. Pour qu'il nous raconte la vie d'après, sans rentrer des classes et avec un peu de recul, son regard sur cette année particulière à l'école.